Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de cinéma sur Nyon Région Télévision, toujours avec notre coqueluche Pogno et puis nos cinéphiles Patrick et Thibaut. Salut les gars, salut Patrick. Salut Alex. Comment ça va avec l'arrivée de l'automne? C'est un peu morose, non? Ah, j'aime pas ce froid, quoi, ça m'embête. C'est bien pour aller au cinéma. Oui, c'est bien pour le cinéma. Ouais. Ouais. Thibaut, quel est ton feeling là sur l'émission qui va suivre? En accord avec la saison, on dira. Un peu maussade, mais un peu maussade, on oui. va rire quand même. Heureusement, il y a un petit rayon de soleil. Oui, un beau rayon petit rayon de soleil. Très bien. Bon, alors le menu, le voici. Notre film du mois, bien entendu, c'est Joker, Folie à deux. C'est l'un des films les plus attendus de l'année. C'est la suite du Joker de 2019 qui avait reçu un accueil tonitruant qui réunit ici Joaquin Phoenix dans la peau du méchant iconique de l'univers Batman et Lady Gaga en Harley Quinn. On ira ensuite sur du film érotique avec cette revisite d'Emmanuel, saga culte de la littérature et du cinéma des années 70 par la cinéaste française Audrey Diwan, avec Noémie Merlan qui reprend le rôle iconique de Sylvia Christel. Et on terminera enfin avec un film d'animation suisse. Après Ma vie de courgette, Claude Barras est de retour avec ses personnages de pâte à modeler dans Sauvage, qui parle autant de famille que d'écologie. Ce film sera visible en salle dès le 16 octobre. Et puis bien sûr, l'agenda de Patrick. Vos coups de cœur, messieurs. Et puis dans les news, on parlera du gros four du nouveau film de Coppola au box-office et du carton surprise du youtubeur Inoxtag notamment. Mais on commence par aller du côté de l'univers des comics et de la comédie musicale. Voici les images du nouveau Joker. On lève le rideau. Tu es Joker. Regardez tous ces gens, regardez autour de vous. Je ne laisserai plus jamais personne. N'aura l'imbécile. J'ai comme la désagréable impression qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Tu as raison. Là, on va leur donner ce qu'ils veulent. Joaquin Phoenix retrouve donc son rire diabolique et son maquillage de clown triste dans ce Joker Folie à deux, suite du gros carton critique de 2019 et public d'ailleurs, signé Todd Phillips. Alors on retrouve la même équipe derrière la caméra, en tout cas le réalisateur, dans ce deuxième film sur le méchant iconique de Batman qui va rencontrer son amour de toujours, Harley Quinn, incarnée à l'écran par Lady Gaga. Bah oui, il fallait bien une actrice au talent de chanteuse pour assumer ce rôle dans ce qui est présenté depuis plusieurs mois via un marketing tonitruant comme étant une comédie musicale. Thibaut, le film est sorti il y a 2 jours. On peut lire un peu partout que c'est une déception, à la fois de la part de la critique et du public. Et pour toi? Pour moi, complètement. Je devrais adorer ce film parce que ça réunit quand même 3 choses que j'aime beaucoup, qui sont Batman, les films de procès et les comédies musicales. Lady Gaga, non, mais les comédies musicales. Oui. Et Joaquin Phoenix. Oui. Aussi, voilà. Et tu aimes le premier film aussi. Et j'aime assez le premier film, mais en fait, je trouve intéressant parce que ça remet un petit peu en perspective ce qu'était vraiment le premier film et le malentendu un peu qu'il y a eu autour, parce que le premier film, c'était pas le chef-d'œuvre absolu qu'on a vanté suite à son prix à la Mostra de Venise. C'était pas non plus cet odieux film au discours nauséabond qu'on a pu lire aussi à l'inverse. C'était un film avec une vision relativement originale sur le matériau qu'il adapte, parce qu'il s'inspirait beaucoup du cinéma de Scorsese, notamment de Taxi Driver et de La Valse des Pantins. Et là, on s'en éloigne assez bien son influence. Et en fait, le film reposait principalement là-dessus. Oui. C'est ce qu'on constate ici, parce que là, il n'y a plus l'influence de Scorsese. Et en fait, il n'y a pas grand-chose, parce que la comédie musicale, c'est inintéressant. Enfin, les numéros, en fait, ont aucun souffle. Il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène. Les chansons à moitié chantées. Les chansons, voilà, c'est principalement des reprises. Et des fois, on reprend même 3-4 fois la même chanson, mais voilà, ça n'a pas tellement d'intérêt. Le film de procès est interminable, et là aussi, il n'y a pas tellement d'enjeux. Le personnage de Lady Gaga ne sert à rien. Donc, ouais, on s'ennuie, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver. Aïe, 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 aïe. C'est corsé du côté de Thibaut et Patrick. Alors, t'es d'accord, il y a 3 films en un, un peu. Non. Film de procès, film carcéral, comédie musicale. En fait, pour résumer un petit peu ma pensée, mes trucs, moi, je comprends pas comment ce film a pu se faire à ce niveau-là, tel qu'il est, et à quoi il sert.
en fait. Parce qu'on veut tellement aller à l'encontre de l'idée de la suite du film qui a cartonné, puis on en fait plus, etc., qu'on veut aller, on prend le contre-pied total, on veut en faire moins, mais moins dans tout. Il y a quasiment que 2 lieux où se passe l'action. Puis quand je dis action, il n'y a quasiment pas de scène d'action. Et qu'on se dit, ce film, est-ce qu'il veut donner un coup de pied dans l'idée du système hollywoodien, du style, voilà, maintenant ça suffit, la surenchère et ce genre de trucs, etc. Pourquoi pas ? Mais après, le problème, c'est est-ce que c'est bien ? Et non, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est ennuyeux. C'est une très suite, déprimant aussi, c'est très suite sombre, de, ouais, c'est c'est lourd, sombre, c'est glauque, c'est une suite de chansons aussi qui sont chantées comme ça. À la suite, il y en a énormément, ça n'arrête pas de chanter. Et finalement, pas tant que ça. Enfin, c'est surtout que c'est mal c'est amené. peut-être sur la longueur, au bout d'un moment, ça paraît beaucoup, quoi, peut-être aussi. Et puis, après, l'histoire, le scénario, je comprends pas. Il y a plein de choses qui me paraissent très, très, très sombres, très bizarres. Et Lady Gaga, franchement, enfin, désolé, mais son personnage de Harley Quinn, il sert pas à grand-chose. Aucun intérêt, non, aucun intérêt. C'est une négation même de ce qu'est le personnage à la base. Et puis, ça pourrait être une vision intéressante d'en faire quelque chose de différent. Mais là, non, elle n'a pas grand-chose à jouer, et, comme on le disait. Mais si c'était la faire venir pour chanter ces numéros-là où il n'y a pas vraiment non plus d'intérêt. Et puis moi, je voulais rebondir par rapport au fait que tu dis Harley Quinn et Joker, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment pas présents à l'écran non plus. Pardon, c'est-à-dire qu'ils sont... Ils sont en civil, quoi. Les super-héros ne sont pas là. Et même, il y a la question par rapport au Joker de savoir si sa personnalité de Joker et de sa personnalité civile, laquelle des deux prend le dessus, etc. Mais ça raconte la même chose que le premier film. C'est vraiment un film sur Arthur Fleck. Et puis, sauf qu'en plus, il y a autre chose qui manque aussi, c'est que dans le premier film, il y avait vraiment le chaos amené par le Joker qui devenait une espèce de figure de tous les laissés pour compte dans ce système, etc. Qui, du coup, là, est complètement absente aussi, à part il y a une séquence, mais en fait, le Joker ne rentre pas dans ce jeu-là à ce moment-là. Ouais, c'est complètement vide, ça sert pas à grand-chose, quoi. Thibaut, est-ce qu'il n'y a pas un peu de mégalomanie de la part de Joaquin Phoenix ? Parce qu'il défraie pas mal la chronique en ce moment. C'est vrai que depuis qu'il a gagné cet Oscar pour ce rôle de Joker, justement, en 2019, là, c'était très, très attendu. Il porte aussi le projet en tant que producteur. Et on a l'impression que tout est tiré, la couverture est tirée un peu à lui pour que lui brille dans son jeu d'acteur. Et qu'en fait, il n'y a que ça, quoi, qui existe dans le film. Apparemment, il a pas mal demandé pendant le tournage à tout d'un coup tout arrêter pour réécrire le film. Alors, réécrire quoi, c'est difficile à dire. Mais oui, peut-être que le film est trop centré sur son personnage à lui, sans qu'on en fasse vraiment quelque chose de neuf, effectivement, par rapport au premier film. Et on oublie Harley Quinn à côté. Voilà. Et on nous vend pourtant un film Folie à deux. Justement. Puis c'est comme si c'était un film qu'on a fait dans l'idée, on va en faire le moins possible. Quoi. Et ça, c'est vraiment incompréhensible pour moi. Est-ce que, parce que... Après, c'est bien joué, c'est bien filmé, les images, la photo est belle. Voilà, mais... Allez, essayons de sauver 2-3 choses. Est-ce que tu penses que ça va marcher au box-office ou pas ? Parce que pour rappel, le premier film, c'était $1 milliard au box-office. Il y a eu un demi-million de spectateurs en Suisse romande, en Suisse en général. C'est énorme. Le premier, ce qui est énorme. Et là, j'ai vu que là, pour l'instant, en France, ils sont à la moitié, même en dessous de la moitié, sur les premières journées que ce qu'avait fait le premier film. Et à mon avis, le bouche-oreille va pas être bon du tout. Quoi. Donc, à vous entendre, je crois qu'on peut le résumer comme ça. Joker Folie à deux, on évite, Thibaut. Non, parce qu'on s'ennuie vraiment. Oui, non, Patrick. Revoyons Dark Knight ou revoyons le Joker, ou voilà. Mais pas celui-là. Je sais pas. Bon, je sais pas. Je ne sais pas. À quoi ça mais sert. effectivement, on s'ennuie. Et puis vous, qu'est-ce que vous en pensez du coup de Joker Folie à deux ? Est-ce que vous l'avez vu ? Dites-nous tout dans les commentaires de cette vidéo. Allez, on passe maintenant à plus érotique ou pas, on verra. Regardez les images. Qu'est-ce que vous cherchez au juste ? Vous savez, seuls 2 types de clients fréquentent les hôtels de luxe. Ceux qui chassent et ceux qui fuient. Vous prenez du plaisir ? Évidemment. Qu'est-ce que vous savez de cet homme ? Vous semblez très à cheval sur les règles, mais il vous arrive de ne pas les respecter. Que comptez-vous faire ? Pourquoi je devrais répondre ? Parce que je n'arrête pas de penser à vous.
Voilà, Audrey Diwan, scénariste et réalisatrice qui avait remporté un Lion d'Or à Venise en 2021 pour son film L'événement, revisite le mythe d'Emmanuel, personnage sulfureux issu des romans d'Emmanuel Arsan et popularisé au cinéma en 74 avec Sylvia Kristel, film érotique culte pour toute une génération qui aura eu droit à 6 suites quand même. Et là, cette fois, c'est Noémie Merlan qui se met à nu. Voilà, double sens, attention, pour jouer Emmanuel sur grand écran dans ce faux remake qui s'inspire bien plus du roman pour parler de fantasmes, de frustration et de femmes en quête de désir et de plaisir. Qu'est-ce que ça vaut, Patrick ? Alors, moi, je trouve que le film, il a vraiment des choses intéressantes à dire. Je trouve qu'il est bien écrit. Il y a par exemple... Vraiment ? Laisse-moi. Je te laisse. Par exemple, le parcours d'Emmanuel, elle évolue, en fait, elle doit contrôler la qualité de grands palaces dans des hôtels à travers le monde. Elle va arriver à Hong Kong. Oui. Et en fait, du coup, elle est dans un univers qui est complètement, en fait, protégé, qui est hors de la réalité du monde. Et l'émancipation du personnage va passer aussi par le fait de découvrir la réalité du monde autour. Et ça donne lieu à certaines scènes intéressantes. Par exemple, la scène de l'orage, où il y a toute une société qui mange des huîtres en regardant le monde se détruire autour. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui me paraissent très intéressantes dans l'écriture du film. Plastiquement, c'est ultra soigné. Irréprochable au niveau de la visuel, la photo, la composition, etc. Et tout. Et oui, tu n'as volontairement pas dit mise en scène, parce qu'il y a des problèmes là. Maintenant, en fait, si tu veux, pour moi, le film, il est tellement, comment dire en anglais, low tempo, c'est-à-dire qu'il est tellement en dessous, il prend tout tellement dans le psychologique et l'intime, il y a une écriture qui est vraiment totalement psychologique, qu'en fait, finalement, il manque un peu de contraste et de ce qu'il faut pour nous intéresser. Ouais. Finalement, c'est un petit peu ça le problème. Mais si on reste concentré puis qu'on creuse un petit peu après, je pense que le film est vraiment intéressant dans son écriture. Je sens Patrick un peu divisé, mais quand même qui garde des choses positives. Et Thibaut ? Moi, j'aurais plus de peine. En fait, je trouve intéressant ce que tu disais, Patrick, parce que tu t'es surtout concentré sur l'écriture et ce que le film avait à dire, parce que pour moi, en fait, on en reste à la théorie, quoi. Ouais. C'est un projet théorique intéressant. Je crois qu'Audrey Diwan disait qu'après l'événement, après s'être intéressée à la douleur du corps féminin, là, elle voulait s'intéresser au plaisir. Et c'était intéressant de la voir s'attaquer à Emmanuel et vouloir, en fait, aller à l'inverse de ce qu'était ce truc, à la base, assez crapoteux et assez discutable aussi dans l'image qu'elle donnait de les années 70, figures féminines. Et voilà, de vouloir faire vraiment un miroir de ça. Et en fait, on se retrouve avec un film effectivement très froid, je trouve très désincarné, où on en reste vraiment à la théorie et aux propos qu'il y a derrière. Vous en parlez pas du tout, mais on est dans un film érotique. Mais oui, l'érotisme, il est où dans il y a rien de plus explicite en fait que n'importe quelle série HBO ou voilà, de tout venant de ce qu'on peut voir, où on s'autorise de temps en temps quelques scènes de sexe. Là, il y a rien de très. Mais le film n'arrive pas à filmer les corps, en fait, et à nous faire ressentir la chaleur pour moi, humaine. il y a le même problème de prendre tout par le psychologique, par quelque chose de minimum, comme ça. C'est-à-dire que même par rapport à l'érotisme, parce qu'il y a la question, en fait, du plaisir du personnage principal qui doit s'émanciper, en fait, à la fin, elle s'émancipe et puis elle fait une espèce de... Ah, c'est tout. Puis, comment tu fais ? Tu me le refais, celui-là ? C'est tout. Puis elle a eu l'orgasme qu'on a attendu tout le film, en fait. Puis on est là, non, mais vas-y un peu, quoi. Il faut y aller là. C'est très sage. Ça fait un peu touche pipi. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, touche pipi, c'est aussi Et c'est un peu dommage. Ouais, mais je crois que c'est le projet. Enfin, c'est un film aussi qui joue sur la frustration. Donc, finalement, est-ce que c'est pas ça l'idée ? Et effectivement. Mais le résultat, c'est qu'on s'ennuie, quoi. Et le résultat, c'est que c'est un four total au box-office, déjà en France. Et puis en Suisse, attention. En une semaine, c'est même pas 1000 spectateurs 600, dans toute la Suisse. C'est une vraie catastrophe. 600, comment on explique ça, Thibaut ? Parce que pourtant, il y a une imagerie un peu culte autour de Emmanuel. Mais est-ce qu'il y a vraiment un peu culte peut-être, mais est-ce qu'il y a vraiment un public qui attendait ça et qui attendait d'aller voir au cinéma un nouveau Emmanuel ? Moi, je suis quand même un peu surpris parce que le premier film, il était culte. Il est resté 20 ans à l'affiche à Paris. Enfin, il y a eu 6 suites. Voilà, donc puis là, il y a quand même aussi un beau casting. Enfin, c'est soigné. Mais justement, le public qui, à l'époque, pouvait suivre ça avec intérêt, justement, comme le film va à l'encontre de ça, est-ce que ça n'a pas, dès le début, tué le... C'est possible. Bon, on n'est pas beaucoup plus positif sur Emmanuel. Bon, Patrick, il dit oui, quand même, on y va. Voilà, moi, j'ai régulièrement eu après des idées, des choses qui me sont revenues, que je trouvais intéressantes dans le scénario. Je me dis, voilà. L'orgasme final, par exemple. Thibaut, pas d'orgasme. Hein. Non, moi, je pense qu'Audrey Diwan reste une cinéaste intéressante et je suis curieux de voir son prochain film, mais pour celui-ci, je pense qu'on peut passer, quoi. On peut passer. Bon, voilà pour Emmanuel. Sans transition, tiens, on passe du sexe au film pour enfants. Voilà, désolé, c'est le menu. Même si le titre du prochain film, Sauvage, pourrait aussi être celui d'un film érotique raté. Regardez.
prenez l'argent, nous, on coupe les arbres. L'argent ne se mange pas. Ça, c'est ma mère. Tu as trouvé le chemin. Cherche la lumière. C'est dingue. Éteins, tu vas voir. La lampe de poche des nomades. Tu penses que toute la forêt va disparaître ? Voilà, 8 ans après le succès public et critique de Ma vie de courgette, vous vous souvenez, ce petit personnage voilà, d'enfant en pâte à modeler qui était très attachant, le cinéaste d'origine valaisanne Claude Barras revient nous émerveiller avec Sauvage, une fable écologique située à Bornéo, près de la grande forêt tropicale, à la rencontre de peuples indigènes. Notez bien la date, le film est attendu dans les salles le 16 octobre. Qu'est-ce que ça vaut, Thibaut? Déjà, on est fan de Ma vie de courgette, on est fan de Claude Barras, on a attendu longtemps parce que la stop motion, c'est ce procédé d'image par image, en fait, de petits personnages de pâte à modeler. Ça prend beaucoup de temps. Ouais, là, il a fallu 8 ans. Ouais. 8 ans. Et alors, le retour, ça valait la peine d'attendre? Le retour, oui, ça valait la peine. On est dans la droite lignée de Ma vie de courgette. À la fois, il arrive à aborder à hauteur d'enfant un sujet quand même assez difficile. Alors, peut-être pas aussi dur que celui de Ma vie de courgette, mais quand même assez complexe. Et il arrive à traiter ça à travers les yeux de personnages d'enfants, justement, et tout en ayant un discours alors qui certes n'est pas révolutionnaire, ça reste un discours écologique comme on en a vu dans moult fictions. C'est assez enfantin comme approche. C'est assez enfantin, mais en même temps il ose, comme dans Ma vie de courgette, assumer un certain aspect dramatique sur certaines scènes, et notamment sur la déforestation et le comportement de ces compagnies justement qui œuvrent là-bas. Et donc on a un film de nouveau assez riche en termes d'émotion, puis à nouveau impressionnant en termes d'animation. C'est beau, vraiment. On sent qu'il y a du travail derrière. C'est magnifique, Patrick. Franchement, la stop motion, j'adore. L'univers de Claude Barras aussi. J'ai trouvé ça sublime visuellement déjà. La mise en scène est incroyable. Et puis on sent qu'il y a un petit peu plus de moyens sans doute. Donc du coup, au niveau des décors, tout c'est beaucoup plus ample. Enfin, ça prend aussi un petit peu plus de temps. Le film, il est peut-être un petit peu plus long. Et puis du coup, il y a quelque chose de très très beau dans les décors. Dans tout ça, c'est vraiment magnifique. Il y a aussi l'histoire familiale aussi. Il y a aussi la thématique. Oh là là, attends, je te dis. Mais c'est l'automne, mais bois un coup, mon Patrick. Il y a aussi, effectivement la thématique familiale. Oui. Qui est là, qui est de nouveau traitée, avec de nouveau quelque chose d'un petit peu dramatique, comme le disait Thibaut. Et puis donne lieu à des scènes assez émouvantes. Et puis il nous refait le coup à la fin d'une chanson qui fait sens par rapport à l'histoire et qui nous cueille et qui nous émeut beaucoup. Ouais, non, effectivement. Et puis on a de la chance d'avoir un cinéaste comme ça en Suisse et surtout qui fait de la stop motion. C'est très long comme processus, c'est très coûteux, mais franchement, pour un résultat pareil, c'est génial d'avoir ça chez nous. Ouais, d'autant que le film a été en grande partie tourné, principalement même en Valais. C'est une coproduction aussi avec des fonds français et un peu belges, mais il a fait en sorte que ce soit justement créé en Valais et le résultat est vraiment bluffant. Il y a un travail sur le son aussi hallucinant, justement pour nous immerger dans cette forêt. Et c'est pour petits et grands, c'est pour toute la famille. Et puis c'est génial d'avoir aussi tout d'un coup un cinéma d'animation qui est différent de ce que nous proposent les gros studios américains en général, avec un esthétisme différent, avec un discours, une façon d'écrire différente. Et puis ça, c'est bien d'avoir aussi cette variété-là et qu'il y ait du succès aussi. Ça fait plaisir. Exactement. Et ça y est, le rayon de lumière, il est là. Fallait être patient, mais le voilà. Voilà, vous l'aurez compris, tous les trois, on vous recommande d'aller voir Sauvage. Ce sera en salle le 16 octobre. Vous y allez en famille, entre amis, en couple, vous y allez tout seul même. Ça vaut vraiment la peine. Voilà pour le débat des 3 films du mois. On passe tout de suite à l'actu ciné. Voilà, et malheureusement, après ce petit passage de lumière, on va être un peu sombre avec cette première news parce qu'on l'a appris ce matin. C'est le décès malheureux de Michel Blanc. L'acteur français nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 72 ans. Personnage, bien sûr, culte dans Les Bronzés, La Troupe du Splendide et tant d'autres rôles aussi en tant qu'acteur, en tant que producteur, metteur en scène, scénariste surtout. C'est très triste vraiment d'apprendre ça. C'est survenu d'un coup. Oui, c'était très soudain et effectivement,
c'est très triste parce que il avait encore plein de projets à venir. Et pour moi, c'était vraiment le membre le plus intéressant de la troupe du Splendide, notamment pour son travail de comédien. C'était un acteur vraiment hallucinant, je trouve. Et au-delà de ça, un scénariste et un réalisateur qui a proposé des choses vraiment intéressantes, que ce soit dans Marche à l'ombre, Grosse fatigue. Voilà, il avait vraiment un univers et une patte reconnaissable. C'était un artiste vraiment complet. Donc, et qui continuait aussi, je trouve, à faire quand même s'il a joué dans énormément de comédies, etc., mais encore aujourd'hui, à être très présent en fait au cinéma français. C'est pour ça que ça m'a assez surpris, parce que je crois que c'est arrivé de manière abrupte, et puis parce qu'il est encore présent régulièrement dans des films qui marchaient un peu ces dernières années et tout. Régulièrement, il était à l'affiche. Je trouve que c'est vraiment aussi quelqu'un d'intéressant par rapport au parcours. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il y avait le côté comédie par rapport au personnage avec les bronzés, avec le Splendide, etc. et tout. Et en fait, il a vraiment réussi à développer des choses très différentes après, en tant qu'acteur, mais aussi en tant que réalisateur. Et du coup, c'était quelqu'un qui avait une carrière très riche, quoi. Voilà, il va nous manquer Michel Blanc, forcément. Et puis, Jean-Claude Duss aura peut-être conclu, finalement, de cette manière. C'est dommage, mais comme tout le monde, j'ai envie de le dire. Voilà, salut l'artiste, bien entendu. On passe à la deuxième news du mois. Alors, là non plus, c'est pas très gai. Je suis désolé, les amis, mais c'est comme ça. C'est l'énorme bide du nouveau film de Francis Ford Coppola, Megalopolis, qui est enfin sorti en salle le 25 septembre dernier. Je dis enfin pour nous. Énorme bide. Alors attends, à l'international, Patrick, on va le dire. Mais oui, je disais que c'était attendu de nous. On vous en avait parlé au Festival de Cannes. On vous avait dit qu'il avait été reçu très difficilement. Donc, nouveau film du cinéaste du Parrain et d'Apocalypse Now, quand même. Et donc, on vous avait dit les premières critiques étaient assez désastreuses. Et là, depuis sa sortie, il n'a engrangé que 6 millions de dollars au box-office mondial. Le film en a coûté 120 millions à produire. En France, c'est 150 000 entrées tout mouillées en une semaine. En Suisse, c'est même pas 3 000. Patrick, c'était un désastre attendu ? Je pense que oui. Sachant l'originalité, le côté du projet qui est produit par Coppola et qui est fait vraiment dans quelque chose qui est complètement hors des cadres habituels. Et je pense qu'à ce niveau-là, oui, après se sont ajoutés la mauvaise réception à Cannes, etc. Le mauvais bouche à oreille, etc. Ça n'a pas aidé. Thibaut, c'était condamné aussi d'avance, toi, tu penses ? D'autant que Coppola est un peu coutumier du fait. Il faut rappeler qu'Apocalypse Now, c'était aussi un projet complètement démentiel qui s'est planté à sa sortie, quoi. Et il y en a eu tant d'autres, des films. Et puis ces films précédents aussi, quoi, sont très, très, très... Aussi, mais là, voilà, c'était aussi un projet qui traînait depuis des décennies, et très souvent, quand ces projets-là finalement se concrétisent, le résultat divise beaucoup et est condamné aussi justement à se planter. Et nous, qu'est-ce qu'on en dit très très rapidement, Thibaut ? Que contrairement à Apocalypse Now, en fait, on voit l'ambition, effectivement. Et la démesure. Il y a la démesure, il y a des images qu'on voit nulle part ailleurs. Maintenant, ça s'écroule. Enfin, pour moi, c'est un projet fascinant, mais assez raté. Mais assez raté. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur donc Megalopolis. La troisième, puisqu'il y a eu effectivement Michel Blanc, c'est ce phénomène que représente le documentaire du youtubeur Inoxtag. Ça s'appelle Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. Je suis sûr que vous en avez entendu parler à la maison. Film de 2h40 sorti gratuitement sur YouTube. Et le 13 septembre, qui avait été projeté en salle, qui a réuni plus de 33 millions de spectateurs sur YouTube. En France, c'est plus de 300 000 entrées. Et en Suisse, puisqu'il est sorti en une journée, il y a eu un gros effet de buzz auprès des jeunes. Ça a fait quand même 5000 spectateurs en une journée. C'est plus que le film de Coppola, c'est plus qu'Emmanuel. Thibaut, qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Écoute, tu l'as dit, c'est effectivement un des gros youtubeurs français qui a décidé de se lancer ce défi. La prochaine étape dans mon parcours, après avoir atteint je ne sais pas combien de millions d'abonnés, je gravis l'Everest. Donc pendant 1 an, il s'est entraîné et finalement, il a réussi à gravir cette montagne. Mais ça a attiré les gens en salle, c'est ça qui est dingue. Parce que le film, on savait qu'il serait disponible gratuitement sur YouTube le lendemain. Et pour autant, la question c'était, sachant qu'il pourrait de toute façon le voir sur YouTube et même à la télévision, parce qui sera aussi diffusé sur France 3, je crois. Sachant qu'il pourrait de toute façon le voir de cette manière, est-ce que les gens iraient en salle ? Et visiblement oui. C'est la preuve que quand on événementialise le cinéma, des fois ça marche toujours. Patrick, puis c'était la veille et tout, donc après ils se sont dit peut-être aussi un truc sur l'Everest, visuellement, etc. Mais toi qui es programmateur, c'était assez inattendu quand même. C'était assez inattendu, absolument. Ouais, tout à fait. Ça a surpris tous les programmateurs de se dire, oulala, finalement, il y a des préventes, qu'est-ce qui se passe ? Preuve, comme le dit Thibaut, effectivement, que le côté événementiel, ça marche. Ça vaut le coup d'œil quand même, Thibaut.
Oui, c'est intéressant. Il y a plein de limites. Je trouve qu'il y a une certaine naïveté dans le discours. Et puis, dans la forme, ça reste une grosse vidéo YouTube très bien faite, mais qui laisse pas souvent le temps de la respiration. Et voilà, ça a ses limites, mais c'est intéressant. Dans le discours, il y a aussi des belles choses. Et ça passionne les jeunes. Hein. Voilà, si ça passionne les jeunes, et puis que ça il a quand même un gros parcours. Hein, depuis qu'il était enfant, il a commencé les jeux vidéo, etc. Et tout. Et puis après, les défis de plus en plus incroyables. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent depuis très longtemps. C'est ce qui fait qu'après, ça a un succès énorme aussi. Voilà donc, et puis qui laisse présager aussi de la bonne santé du cinéma aussi à l'avenir, parce que regardez, même quand il y a un film qui est disponible gratuit le lendemain, ça attire les gens en salle. Oui, c'est pas systématique. C'est pas systématique, c'est vrai. Oui, on a parlé de pas mal d'échecs aujourd'hui, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Patrick, tu es prêt ? Tu racles la gorge, tu bois un coup, tu prends tes fiches. Voici l'agenda de Patrick. C'est parti. Et il y en a des événements, mon Patrick, dans la région. On commence par Blackberry, c'est à découvrir dans le cadre des toiles du Rex à Aubonne. Qu'est-ce que c'est alors ? Alors c'est le film qui a remporté les Quartz, prix du cinéma suisse, comme tout le monde le sait, du meilleur film, du meilleur scénario et du meilleur montage en 2014. Il va suivre la vie d'une femme géorgienne de 48 ans qui chérit son indépendance, mais elle va tomber amoureuse et puis ça va remettre en question un petit peu son mode de vie. Donc 2 projections les 8 et le 15 octobre à 20h30 à Aubonne dans le cadre des Toiles du Rex. Il y a des projections aussi spéciales à la salle communale de Chaiseray lors d'une journée spéciale dédiée au cinéma. Alors il y a 2 projections le vendredi 11 octobre. L'après-midi à 13h, un programme de 6 courts-métrages dédiés aux familles et aux enfants en présence d'un animateur qui permettra de sensibiliser les enfants un peu au cinéma. Et puis le soir à 20h, projection d'un film, Le Théorème de Marguerite. C'est un bon film qui suit une jeune et brillante mathématicienne durant ses études. La projection aura lieu en présence de la productrice Aline Schmid et puis l'entrée est gratuite. Et ça, puis, ça c'est sympa. Chapeau à la sortie quand même. Chapeau à la sortie pour les artistes. Bonne nouvelle aussi, parce que le film qu'on vient de vous conseiller ce mois-ci, Sauvage, il y aura des séances en avant-première avec la présence des membres de l'équipe du film et des marionnettes utilisées aussi dans le film. Ouais, ça c'est sympa. Ça sera le mardi 8 octobre à 18h30 au cinéma Odéon à Morges, en présence de l'animateur Elie Chapuis, qui a aussi travaillé pour Wes Anderson, entre autres, il faut le dire. Et le dimanche 13 octobre à 15h30 au cinéma Capitole à Nyon, en présence de Johan Rushdie, qui est en fait la personne qui a créé les petites marionnettes. Donc voilà, on pourra voir les marionnettes et les membres de l'équipe et voir ce super film d'animation suisse. Donc, il y a aussi des séances de cinéma au Théâtre de Grand-Champ à Gland pendant les vacances. Mais oui, du 13 au 17 octobre, c'est dingue de ciné. Il y aura des films pour tous les publics. Il y aura Vice Versa 2, Le Procès du Chien, le nouveau Beetlejuice, la comédie Les Barbares, qui est assez sympa d'ailleurs, ainsi que 2 de nos récents coups de cœur, Emilia Pérez et Les Graines du Figuier Sauvage. Si vous voulez vous rattraper au Théâtre de Grand-Champ à Gland, donc sur ces films. La Palme d'Or du Festival de Cannes, Anora, est à voir au Cinéma Capitole dans le cadre des projections du Ciné-Club de Nyon. Et ça sera même l'ouverture de la saison du Ciné-Club. C'est une romance plutôt trash entre le fils d'un richissime oligarque russe et une stripteaseuse. C'est à découvrir en avant-première le lundi 28 octobre à 20h15. La séance est ouverte à tous. Et tout est chaos puisque des concerts sont prévus avec des projections. On parlait d'événements au cinéma, écoute. Pardon, cette transition est nulle, mais c'était rigolo. Oui, Nevermore, c'est le film sur la dernière tournée de Mylène Farmer. Alors, des concerts au cinéma, en voici, en voilà. Voilà, donc pour être clair, c'est donc le concert qui est filmé et reprojeté au cinéma. Bon, ça va forcément être quand même assez spectaculaire sur grand écran. Ça a lieu en France, en Belgique, en Suisse. La particularité, c'est que c'est diffusé partout une fois, en même temps, le soir du 7 novembre. Et dans la région, vous allez pouvoir y assister au cinéma Capitole à Nyon et au cinéma Odéon à Morges. Merci Patrick pour cet agenda. Voilà, plein d'événements à voir dans notre région et dans notre district. On passe tout de suite à vos coups de cœur, les amis. Et alors attention, parce que le coup de cœur de Thibaut s'appelle coup de cœur. Il fallait le faire. Bah oui, coup de cœur de Francis Ford Coppola, film de 1980, gros échec commercial d'ailleurs. Mais alors quel superbe film. Il fallait le prendre, bah oui, parce qu'on parlait de Coppola aujourd'hui, on parlait de comédie musicale. Alors forcément, coup de cœur.
Bah oui, parce que moi je l'ai découvert pour l'occasion, en fait, je l'avais jamais vu. Et, alors je me permets juste de dire que ce n'est pas... Voilà, ce sont les bonnes images. Nous y voilà. Dis-moi, Et coup de cœur, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'amour, justement, de Tara... Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Terry Gare, merci. Terry Gare, pardon. Patrick, je te cherchais, tu n'étais pas là. Je regardais les images. Terry Gare et Frédéric Forrest, voilà, qui jouent un couple lambda qui se dispute et qui va errer un peu chacun de son côté pendant une nuit. Et tout ça sous une forme musicale, tu l'as dit. Et donc on a à la fois le lien avec Joker et Megalopolis, évidemment, puisque c'est Coppola. Et c'est un film complètement fou. Là aussi, on a un truc d'une ambition hallucinante. Un film qui a été intégralement tourné en studio aussi. Et quand on voit les décors qu'il y a, c'est quand même assez fou. Et tu l'as dit, qui s'est planté à la sortie malheureusement parce qu'il était beaucoup trop ambitieux. Il y a des idées complètement dingues, mais voilà, à l'époque malheureusement ça n'avait pas été jugé à sa juste valeur. Mais 50 ans plus tard, on se dit mais quel film. C'est à redécouvrir et on a affaire à un truc hallucinant, vraiment, des images de cinéma qu'on voit nulle part ailleurs. Coup de cœur de Francis Ford Coppola à voir donc chez soi, un home vidéo, DVD, Blu-ray, enfin bref, vous vous débrouillez. Patrick, par contre, on peut aller en salle si on n'a pas été assez rassasié par tous les films qu'on a cités. Le 9 octobre sort l'histoire de Suleiman de Boris Lolkin. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est ton coup de cœur? Alors, en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon africain de Guinée qui est en fait réfugié à Paris. En fait, il est migrant à Paris et il est en attente en fait de pouvoir passer son entretien pour savoir s'il va être accueilli ou déporté, etc. Et tout. Et on va le suivre dans une journée où il doit trouver de l'argent. Il fait de la livraison en vélo à travers Paris pour pouvoir payer des papiers qui lui permettront d'aller faire son entretien et de justifier une histoire qu'il a prévu de raconter durant cet entretien. C'est un peu morose encore pour l'automne, non? Ouais, c'est assez morose, mais c'est du morose qui est important à mon avis. Ouais. On est vraiment dans la ligne d'un petit peu de ce que font les Frères Dardenne, cinéma social qui suit son personnage comme ça au centimètre près. Et toi donc? C'est dans la saison. Voilà. Et puis, il faut quand même dire que voilà, il y a en même temps un côté suspense qui se développe vraiment très très bien. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment il y a deux choses qui m'ont bouleversé. La première chose, c'est que le film dépeint ce parcours-là, mais aussi dans une société où l'humanité a vraiment disparu. Puis on est à Paris, puis on se dit, waouh, il n'y a vraiment personne pour aider les autres, etc. Et tout. Alors, il y a quand même des moments de lumière, etc. dans le film aussi. Et puis, l'acteur principal, Abou Sangaré, il est incroyable, c'est son premier rôle au cinéma. Il a eu le prix d'interprétation à Cannes dans la section Un certain regard pour ce rôle-là. Et il est à la fois très touchant et en même temps quelque chose de combatif et vraiment il est magnétique à l'écran. Donc voilà, c'est un film qui vaut vraiment la peine, qui est passionnant à voir et puis qui parle de quelque chose qui peut peut-être ouvrir les cœurs un petit peu. L'histoire de Suleiman, donc, c'est attendu en salle, le 9 octobre. Et puis, pour ma part, mon petit coup de cœur, voilà, sympa, un bon polar qu'on veut se faire sur Netflix, c'est Rebel Ridge de Jérémy Saulnier, un polar sur un ancien marine qui est victime de racisme et surtout d'une conspiration de la part de la police lorsqu'il tente de déposer une caution pour libérer son cousin de prison. Alors, c'est un peu trop long pour ce que c'est, mais ça reste quand même assez bien mené, surtout super bien filmé et très incarné à l'écran, notamment par ce joli casting, avec de très belles idées thématiques aussi développées, et puis une tension vraiment au cordeau sur le film. Il y a des scènes justement de fusillade qui sont vraiment remarquables. Et bref, puis même les scènes de dialogue, il y a énormément de tension. Parce que les personnages sont très en retenue, le rôle principal est très en retenue, et du coup, il y a vraiment une sacrée tension dans les relations, dans les rapports entre les personnages, dans les scènes de discussion. Et Thibaut aussi a aimé. Oui, très bien mené, effectivement, un peu trop long à force de tout dilater. T'es un peu comme moi. Voilà, j'aurais raccourci tout ça, mais globalement, oui. Bon, alors si on veut se faire un film sur Netflix, c'est Rebel Ridge. Voilà, et les amis, on arrive à la fin de cette émission automnale qui lance l'automne. Qui était un peu morose. Oui, mais il y a quand même des très belles choses et j'insiste vraiment à aller voir Sauvage en famille, plébisciter ce cinéma suisse de qualité et puis surtout qui fait cette animation si difficile à faire. Merci Thibaut. Merci Alexandre. Pour cette émission. Merci Patrick. Merci Alex. Bon, on se retrouve le mois prochain justement pour vous parler de la Palme d'Or. Tiens, Anora, qu'est-ce qu'elle vaut cette Palme d'Or de Cannes? On verra et puis de plein d'autres films. À bientôt.